Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bonjour et bienvenue sur la chaîne podcast de la GOF, le micro des gynécos. Océane reçoit aujourd'hui le docteur Abdoul Kadir, médecin adjointe agrégée aux hôpitaux universitaires de Genève. Elle est responsable des urgences gynéco-obstétricales et des consultations pour les patientes avec des mutilations génitales féminines et de la vulve. Et c'est à ce titre qu'elle nous partage ses connaissances sur ces mutilations et leur prise en charge, notamment pendant la grossesse. Alors bonjour Yasmine et merci d'avoir accepté de participer à notre chaîne podcast pour les gynécologues. Aujourd'hui, on veut profiter de ton expertise pour discuter des mutilations génitales féminines, encore parfois appelées excisions, et notamment dans le cadre de la grossesse. Bienvenue. Merci à vous de cette invitation. Bonjour. Alors, si tu es d'accord, est-ce que tu peux commencer par nous rappeler un petit peu comment on diagnostiquait les mutilations génitales féminines, comment les dépister, voir un petit peu comment elles sont classées. Il est important de dépister les mutilations génitales féminines parce que tout d'abord, elles ne sont pas toutes facilement visibles ou reconnaissables. Si on connaît quels sont les pays à haute ou moyenne prévalence, on peut déjà avoir en tête quelles sont les personnes originaires de ces groupes ethniques qui pourraient avoir vécu ces pratiques. On parle de plus que 30 pays dans le monde. Et dans ces 30 pays, il peut y avoir des prévalences différentes. Donc, il y a des pays comme la Somalie, la Guinée, l'Égypte, le Mali, qui sont des pays à haute prévalence. Somalie, on dépasse les 90%. Et dans d'autres pays, la prévalence peut être moindre et parfois concentrée dans certains groupes ethniques. Donc, il s'agit souvent de la Corne de l'Afrique de l'Ouest, mais c'est une pratique qui existe aussi en dehors de l'Afrique. Par exemple, au Yémen, en Indonésie, en Malaisie, dans certains groupes ethniques en Amérique du Sud, ou par exemple, même en Géorgie, il y a eu des groupes ethniques qui ont été décrits. Et avec la migration, la pratique est devenue globale dans le sens que des personnes qui ont vécu l'excision, la circoncision, l'infibulation peuvent vivre dans d'autres pays. Donc, pour dépister, on commence par l'anamnèse. Il faut savoir poser la question. Donc, quand on pose des questions sur l'état de santé, les chirurgies passées, les maladies qu'une personne pourrait avoir, on peut aussi poser la question à une personne en disant, Madame, je vois que vous êtes originaire de cette zone. Est-ce que dans ces régions, il existe encore l'excision? Est-ce que vous savez, quand vous étiez petite, si vous avez eu une excision ou circoncision? Le choix de mots est important. On parle rarement de mutilation génitale ou sexuelle avec une personne concernée. Si on travaille avec une interprète certifiée, une traductrice, on va utiliser le mot compréhensible et couramment utilisé. Et sinon, on va plutôt parler d'excision ou circoncision et ensuite s'adapter aux mots que la personne utilise. Donc, je dirais les dépistages commencent par l'anamnèse. Et ensuite, il pourrait y avoir des personnes qui ne se souviennent pas ou qui ne savent pas d'avoir eu une excision ou qui pourraient avoir été informées par leur maman ou leur tante parce qu'elles étaient très petites quand elles ont vécu la pratique, sachant que l'âge change selon le groupe ethnique. Ça peut aller de quelques jours de vie, comme par exemple en Érythrée ou dans certaines zones du Nigeria, à un âge pré-ménarche, c'est-à-dire entre 6 et 12 ans ou 14 ans, jusqu'à dans certains groupes ethniques très précis, ça c'est minorité, même au moment du mariage ou de la grossesse ou l'accouchement, comme dans certains groupes ethniques de Guinée. Et donc, lors de l'examen clinique, avec une inspection de la vulve, on pourra voir si on voit des cicatrices. Donc, la deuxième partie pour le diagnostic consiste dans l'examen vulvaire, avec une attention particulière à la zone du prépuce du clitoris, du gland du clitoris, des lèvres internes et des lèvres externes. Et on profitera aussi, comme la mutilation génitale est associée à plus de risques, par exemple, de trauma obstétrical, de dépister des éventuelles complications comme des cicatrices en lien avec un trauma obstétrical ou de kystes, des brides qui pourraient être survenus à cause de la mutilation génitale. Est-ce que tu peux nous rappeler comment sont classées les mutilations féminines? Les mutilations sont classées en 4 types par l'Organisation mondiale de la santé avec des sous-types.
Et peut-être, à part dire les types, on peut donner quelques astuces pour nos collègues plus jeunes qui n'ont pas encore vu beaucoup de mutilations génitales. Donc, en Oui, fait, super. déjà, on peut se poser la question, est-ce que les lèvres ont été fermées ou pas? Et ça, si elles ont été fermées, on peut dire déjà que c'est un type 3, une infibulation. Si elles n'ont pas été fermées, on peut se dire, est-ce que les lèvres ont été coupées ou pas? Si elles n'ont pas été coupées, et c'est seulement la région clitoridienne qui a été coupée, on peut se dire, ça va être un type 1. Et si les lèvres ont été coupées, ben on va dire, ça va être un type 2. Déjà, donc, ces types de raisonnement peut nous rappeler qu'il y a 4 types. Donc, le type 1, on a dit, c'est l'excision partielle ou totale du prépuce, si c'est un type 1A, du prépuce et du gland plus ou moins une partie du corps du clitoris, si c'est un type 1B. Et les types 2, c'est vraiment, c'est qu'on devrait appeler seulement l'excision, donc excision des lèvres internes si c'est un type 2A, lèvres internes et clitoris si c'est un type 2B, lèvres internes, externes et clitoris si c'est un type 2C. Et les types 3, c'est l'infibulation, c'est-à-dire l'excision et ensuite la fermeture du vestibule à travers la position des lèvres internes ou des lèvres externes. Donc type 3A, lèvres internes, type 3B, lèvres externes. Et en fait, on parle de type, pas vraiment de stade. Souvent, on entend parler des collègues stade 1, 2. En fait, c'est pas vraiment des stades, c'est des types, parce qu'un type 3 où il n'y a pas eu d'excision du clitoris n'est pas nécessairement plus grave qu'un type 2 ou un type 1. Par exemple, on pourrait faire une désinfibulation, ouvrir les lèvres qui sont adhérentes, et on va pratiquement restaurer une anatomie qui est plus physiologique d'un type 1 ou un type 2 où on a excisé par exemple le clitoris. Donc c'est pour ça que c'est des types. Et après le type 4 inclut tous les autres types qui ne sont pas inclus dans les 3 premiers, euh, c'est-à-dire par exemple même les piercings est classé par l'OMS comme mutilation génitale. C'est qu'on appelle nicking ou pricking, donc c'est une incision, une scarification par exemple du prépuce ou des lèvres et d'autres modifications non thérapeutiques des organes génitaux externes, à savoir que c'est que qui est appelé stretching des lèvres, qui est une pratique qui existe dans certaines régions, comme les régions de Grands Lacs, donc Burundi, Rwanda, Zimbabwe, certaines régions, parmi certains groupes ethniques. C'est une pratique qui consiste à stretcher les lèvres pour les rendre plus longues. Et c'est une pratique qui est associée à une croyance différente que les autres mutilations génitales, c'est-à-dire d'augmenter la puissance sexuelle, la satisfaction sexuelle de la personne concernée et du couple. Et ça a été enlevé par l'OMS en 2008 de la classification, mais ça reste encore une modification des organes génitaux non consentis. Donc ça, c'est les 4 types. Et peut-être je peux dire une chose sur la définition, parce que pour l'instant, l'OMS définit toujours les mutilations génitales comme toute pratique qui amène à l'ablation partielle ou totale des organes génitaux externes à but non thérapeutique. Mais c'est une définition qui commence à être débattue, qui n'est pas considérée très inclusive, qui, par exemple, ne mentionne pas le consentement, l'âge, les caractères rituels. Donc, certains experts, surtout des bioéthiciens, des anthropologues, d'autres scientifiques, ont proposé, par exemple, une nouvelle définition. Et en anglais, c'est Gendered Genital Modifications, c'est-à-dire toutes les modifications des organes génitaux en lien avec les genres. Et à l'intérieur de cette grande catégorie, après, on pourrait discuter de la circoncision pénienne, des modifications non consenties intersexes, sur les organes intersexes, ce qu'on appelle encore mutilation génitale féminine, etc. Concernant la prise en charge de ces patientes pendant leur grossesse, comment tu l'organises? Il y a des recommandations maintenant des sociétés savantes, de l'Organisation mondiale de la santé et de plus en plus aussi des consultations spécialisées en Belgique, en France, en Suisse. Et la pratique recommandée, c'est de dépister rapidement au début de la grossesse s'il n'y a ou pas une mutilation génitale pour informer la patiente, pour faire un plan d'accouchement avec elle qui soit correctement documenté dans son dossier, pour l'équipe de garde qui va accueillir cette patiente. En cas de barrière des langues, qui est une interprète qui puisse aider dans la traduction s'il y a des informations importantes qu'il faut donner à la patiente, plutôt que de le faire à 4 heures du matin, sans interprète, en urgence, en salle d'accouchement. Et en général,
surtout s'il y a un type 3, donc une infibulation. Si on en parle tôt pendant la grossesse, la personne concernée va pouvoir choisir si elle souhaite une désinfibulation pendant la grossesse au deuxième trimestre en général, ou en première phase de travail, donc pendant l'accouchement. Et ça, pour le moment, il n'y a pas encore d'études euh, qui ont mis en évidence ce qui est mieux. Ça a été investigué, mais les études ne sont pas encore de bonne qualité pour donner une réponse à ça. Donc, pour le moment, ce que l'OMS dit, c'est que la personne peut choisir, une fois qu'on l'a informée, si elle préfère une désinfibulation pendant la grossesse ou à l'accouchement. Et comment tu les informes du coup pour guider leur choix en termes d'avantages et d'inconvénients de l'une ou de l'autre option? L'avantage de faire une désinfibulation pendant la grossesse, c'est que déjà, il y a certaines personnes qui sont tombées enceintes sans pénétration, par exemple. Et donc, si la patiente le souhaite, pourra avoir des rapports sexuels avec pénétration pendant la grossesse. La désinfibulation aussi va être guérie au moment de l'accouchement. La patiente va pouvoir s'habituer à la nouvelle manière d'uriner, par exemple, à ses pertes vaginales, à- au changement de son image corporelle. Et si jamais, par exemple, on a besoin de faire des examens en cas de menace d'accouchement prématuré ou de rupture prématurée des membranes, ça sera plus facile. Les deux avantages de faire la désinfibulation pendant la grossesse, c'est que la patiente va devoir venir exprès pour ça et avoir une anesthésie locale ou rachidienne pour faire la désinfibulation. L'avantage de faire la désinfibulation à l'accouchement, c'est que c'est fait au même temps que son travail et son accouchement. Ça, c'est le seul avantage. Mais sinon, il y a tous les changements qui viennent ensemble. C'est souvent une procédure en urgence et pas élective comme au deuxième trimestre, donc parfois par une personne moins expérimentée. Les tissus sont souvent plus édémaciés, plus vascularisés. Mais une fois qu'on a donné toutes ces informations, dans notre expérience, il y a une partie qui choisit de faire ça pendant la grossesse et une partie qui préfère le faire au moment de l'accouchement. Mais en tout cas, il faut en parler tôt, comme ça, la patiente peut réfléchir, prendre le temps et décider. Si on en parle à 28 semaines ou à 34 semaines, bah, c'est clair que la patiente va dire non, mais je vais attendre mon accouchement. Oui, bien sûr. Et en termes de réalisation du geste, est-ce que tu as des astuces pour nos auditeurs? Et l'astuce, c'est toujours de palper le clitoris sous la cicatrice pour se rendre compte de l'anatomie. Donc, imaginez où les mains urinaires peuvent se trouver, où le corps clitoridien se trouve. Toujours utiliser soit un doigt, soit un mosquito ou une pince pour contrôler qu'il n'y ait pas d'adhérence cicatricielle sous le pont d'infibulation cicatricielle. Et ensuite, de bien inciser au milieu. Donc, parce que parfois, quand on applique une certaine tension pour soulever les ponts d'infibulation et faire notre incision, on peut ensuite ne pas être exactement au milieu quand on lâche la tension. Donc, bien être au milieu. On peut utiliser soit un bistouri froid, soit des ciseaux. Moi, je préfère les ciseaux. Je dis ça aux plus jeunes aussi parce que comme ça, il y a moins de risques de léser des structures sous-jacentes comme le méa urinaire. Si on a des doutes par rapport à la localisation du méa urinaire ou si il y a des adhérences, ne pas hésiter à mettre une petite sonde aller-retour pour se repérer. Et ensuite, les gestes est assez facile. Il y a maintenant des vidéos, il y a des tutoriaux, des recommandations de l'OMS. D'ailleurs, tu as réalisé une vidéo sur ce thème. On pourra Oui, mettre le lien oui, dans la description de l'épisode. oui, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, c'est un geste que toute sage-femme, tout obstétricien devrait euh, connaître parce que c'est un geste qui est vraiment une promotion de la santé de la femme infibulée. Et en dehors des supports du coup en ligne, est-ce que tu as d'autres conseils en termes de formation pour les gens qui nous écoutent? Est-ce qu'il y a des workshops ou des choses qui sont organisées, des DU, des... Il n'y a pas vraiment. Nous, on vient de faire la première masterclass sur la chirurgie reconstructrice post-mutilation génitale. C'était les 16 et 17 février. Et on espère pouvoir produire du matériel didactique pour ça. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas très abordé dans les formations pré-grade et post-grade.
Donc, il faut profiter quand il y a des séances dans des congrès, des recommandations de publications en ligne pour s'informer. D'accord. Enfin, concernant l'information pré- ou postnatale, on met des patientes, qu'elles aient une petite fille ou un petit garçon. Est-ce que tu peux nous dire comment tu formules les choses? Je dirais que le counseling, l'information inclut des informations sur la propre anatomie. On explore toujours les éventuelles croyances en lien avec l'excision, en lien avec ce qui est considéré propre, beau, euh, féminin, mariable, par exemple. Donc, cela doit être adapté à la personne qu'on a en face parce qu'il y a une très grande diversité de cultures, niveau socio-culturel, croyances, etc. Donc, ça, c'est déjà une partie importante. Par exemple, je pense aussi à des personnes qui pourraient refuser la désinfibulation pour des craintes par rapport à l'anatomie post-ouverture des organes génitaux. Donc, une information sur une promotion de santé en général. Et ensuite, à partir de là, on peut aussi parler des préventions pour les générations futures qui incluent, pareil, une évaluation, ce qu'on appelle l'évaluation du risque. Mais ça veut dire quoi? C'est vraiment euh, explorer ce que les parents pensent sur la pratique. Est-ce qu'il y a des pressions familiales? Quelles sont les origines? Est-ce que dans le lieu d'origine, la prévalence est encore élevée, etc. Discuter ensuite de la santé de l'enfant et discuter aussi des droits de l'enfant et des risques en termes légaux, parce que les risques ne sont pas juste sur la santé, mais c'est des risques légaux et sociaux pour toute la famille. S'il y a un procès en lien avec une excision qui se passerait sur le sol européen ou lors d'un voyage à l'étranger, c'est vraiment un échec et c'est très dommage pour toute la famille, pas juste pour l'enfant. Et donc, je dirais que c'est ça l'information. Et après, bien sûr, l'information sur la contraception, après l'accouchement, sur la rééducation du périnée. Euh, donc, une promotion de santé globale qui nous permet ensuite aussi d'aborder la prévention en termes de santé de l'enfant et de la famille. Alors, c'est intéressant, tu m'as posé la question garçon et fille, parce que vu en plus qu'on a discuté du changement de définition, pour l'instant, pour les garçons, une circoncision pénienne peut s'effectuer. Ce n'est pas illégal. Ça peut s'effectuer même en milieu hospitalier ou en clinique dans certains pays. Pour ce qui est des modifications des organes génitaux externes féminins, donc de vulve ou de vulve, on ne peut pas. C'est illégal. Et donc cette discussion, c'est important de l'avoir avec les parents et de les informer. D'accord, merci beaucoup Jasmine, c'était très clair. Épisode très intéressant pour tout le monde. À bientôt. À bientôt, merci. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.